Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Marzieh, la grande diva iranienne André Berkoff, qui a été de son vivant la voix de la liberté et de la résistance face au régime des Mollahs, qui l'ont condamné au silence dès leur arrivée au pouvoir en 1979. Aujourd'hui, l'Iran est l'un des plus répressifs pays au monde. André, un jeune est pendu tous les 2 ou 3 jours pour avoir simplement manifesté pour obtenir plus de liberté. Une très grande journaliste française a eu le courage de s'y infiltrer dans cette dictature islamique, André Berkoff. Je crois que ce qu'a fait Anne-Isabelle Tollet est très important. Elle a fait, pour moi, l'une des formes les plus achevées et les meilleures du journalisme, c'est ce que j'appelle le journalisme masqué. Évidemment que s'il était allé en Iran avec sa carte de presse en disant voilà, je suis journaliste et je viens vous voir pour voir un peu où en est votre degré de démocratie, cher Mollah, bon, on sait très bien comment il aurait été. Je ne sais pas si elle aurait pu franchir les portes de l'aéroport. Elle s'est faite passer pour une auditrice d'entreprise et elle a passé 15 jours là-bas par une agence de voyage, et avec une autre personne, une autre voyageuse qui elle n'était pas du tout au courant, était allée pour le tourisme. Et puis, ce qui est formidable dans ce livre, c'est que vous avez, en 15 jours, vraiment, vous avez parlé avec beaucoup de gens, vous avez fait le mur, vous allez nous le raconter, vous avez rencontré des gens très divers, vous êtes allé dans plusieurs villes, et vous tendez un miroir, et un miroir qui réfléchit, comme disait Cocteau, sur ce qu'est ce pays, aujourd'hui, au centre du séisme, qui ravage, on peut le dire, le Proche-Orient. Ce n'est pas nouveau, mais c'est vraiment dans le cœur, je veux dire, on est dans le cœur du cyclone avec vous, et c'est un livre passionnant de ce point de vue-là. Et oui, un livre remarquable, Le Voyage interdit, paru aux éditions du Cherche-Midi. L'auteure Anne-Isabelle Tollet sera avec nous dans un instant sur Sud Radio. Elle dédie ce livre à la jeunesse iranienne. On va en parler dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها. Et oui, cet hymne révolutionnaire André Berkoff avait été interprété en farsi sur les réseaux sociaux par une jeune femme iranienne non voilée en signe de révolte suite à la mort de Masha Amani à Téhéran. C'était en septembre 2022, André. Depuis, des émeutes ont secoué le pays. La répression est vraiment féroce et les journalistes occidentaux n'obtiennent plus de visa pour la République islamique. Mais une Française, grand reporter, a bravé tous les dangers, tous les interdits pour aller à la rencontre du peuple iranien. Et elle est aujourd'hui notre invitée sur Sud Radio. Anne-Isabelle Tollet, bonjour à vous. Bonjour. Alors vous publiez un récit poignant, envoûtant, bouleversant qui s'intitule Le Voyage interdit au Cherche-Midi. Quel subterfuge avez-vous trouvé pour faire ce voyage ? Eh bien, j'ai trouvé un subterfuge qui paraît un peu bête comme ça, mais j'ai regardé s'il y avait encore des voyages organisés pour aller en Iran. Et après la révolte des femmes dont vous avez parlé, après la mort de Mahsa Amini, qui a donc été battue à mort après avoir été arrêtée pour un port du voile non conforme, c'est tel quel que ça a été retranscrit, mais globalement, elle avait son voile, elle avait juste 2 mèches de cheveux qui dépassaient. Hein, donc, il faut quand même se représenter qu'elle est morte pour 3 mèches de cheveux qui dépassaient. Donc, à partir de là, toutes les agences de voyage ont stoppé les voyages en Iran parce que justement, il y avait énormément de manifestations. Avec une milice qui s'appelle les Bassidji, qui est une milice qui est l'équivalent un peu des CRS chez nous, qui tirait à balles réelles. Et puis il y a aussi la diplomatie des otages, c'est-à-dire la République islamique d'Iran pratique la diplomatie des otages. En clair, ça veut dire qu'ils font des arrestations arbitraires d'occidentaux pour pouvoir ensuite dealer avec les pays concernés. Soit en échange de prisonniers, soit en échange d'argent, soit la libération de fonds qui sont bloqués, etc. Et donc, dès lors, même le ministère
ministère des Affaires étrangères avait manifesté le fait qu'il fallait absolument plus se rendre en Iran dans ces conditions. Et donc, pendant plusieurs mois, j'avais mis des alertes partout. Et puis, j'ai fini par trouver une petite agence de voyage iranienne qui a renouvelé le séjour. Ah ouais. Et Avant, j'ai qui a un bureau à Paris, j'imagine. Qui a un bureau à Paris. C'est ça. Et qui a été le premier à reprendre les voyages en Iran. Et c'est ainsi que je me suis inscrite immédiatement. Et puis au début, initialement, nous étions 10. On devait être 10. Et puis finalement, 8 se sont débinés, je dirais, parce qu'ils ont eu peur. Et heureusement, il restait encore une personne qui m'a permis de faire ce voyage. Sinon, le voyage aurait été annulé. Alors vous étiez quoi ? Vous avez mis quoi sur votre... Alors j'ai mis que je faisais en profession, j'ai mis que je faisais des audits en entreprise. Parce que faut quand même préciser pour les téléspectateurs que même si on entreprend un voyage touristique, mais qu'on a la profession de journaliste, on a l'obligation de déclarer qu'on est journaliste. Sans quoi, on est en tort. C'est comme ça dans certaines républiques islamiques, comme la Corée du Nord, par exemple, aussi. Il faut dire qu'on est journaliste, même si c'est un voyage touristique. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je faisais des audits en entreprise pour que ça passe, pour qu'on se pose pas de questions. Là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que c'est pas moi qui ai fait la demande de visa, et c'est pour ça que l'ambassade d'Iran n'a pas été trop regardante, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pile poil il y a un an, il y avait pas de touristes français qui venaient. Et oui, et votre histoire est incroyable parce que il faut le raconter aux auditeurs, et vous le racontez dans ce livre. Aux yeux de la République islamique, vous accumulez beaucoup de défauts, comme vous l'écrivez. Racontez-nous lesquels. Le premier défaut d'être journaliste, et deuxième défaut d'avoir harcelé la République islamique du Pakistan pendant 10 ans pour faire libérer Asia Bibi, qui était une chrétienne pakistanaise condamnée à mort pour avoir bu un verre d'eau, jugée haram pour la République islamique du Pakistan. Et donc, ça a été considéré comme étant un délit de blasphème. Et au Pakistan, le délit de blasphème est passible de la peine de mort. Et donc, vivant au Pakistan à cette époque-là, et puis même après, j'ai continué à défendre cette femme, et puis elle a fini par Vous avez écrit un livre avec elle. J'ai écrit 3 livres même, André. Et elle a fini par être libérée et innocentée. Et aujourd'hui, elle vit paisiblement avec sa famille dans des contrées lointaines canadiennes. Et oui, mais partir donc à cette période, effectivement, on l'a compris, c'était une réelle folie. On peut le dire ainsi, en ces termes. On va dire que c'était pas recommandé, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que si j'ai choisi de faire ce métier, c'est précisément pour aller là où on n'a pas envie qu'on aille, nous, journalistes. De sa zone de confort. Oui, d'abord, mais c'est aussi le fait que la République islamique d'Iran ne veuille pas que des journalistes aillent mettre leur nez en Iran pour se faire le porte-voix, justement, de la population qui souffre dans cette répression féroce, comme vous l'avez dit, Céline. Eh bien, pour moi, c'est un signe d'encouragement. C'est qu'il faut aller voir ce qui se passe. Et tous ces dangers, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, les arrestations arbitraires. Aujourd'hui, il faut le dire, vous le dites dans votre livre, il y a 3 Français qui sont détenus, qui sont considérés donc comme étant des otages d'État. Vous, ces dangers ne vous ont absolument pas fait reculer. Vos amis, votre famille vous ont pas un peu découragé ? Si, mais bon, après, vous savez, c'est pas plus dangereux que de faire de la moto sur le périphérique, j'ai l'impression. Donc, et puis c'est mon métier en fait. Les terrains dangereux, c'est mon métier depuis 20 ans, et c'est pourquoi j'ai voulu faire ce métier, c'est surtout pour être le témoin et rapporter les faits. Sur le terrain. Et d'être sur le terrain pour pouvoir rapporter les faits, parce que ce qu'on entend de l'Iran, c'est uniquement la propagande de la République islamique. Et on a l'impression que le peuple iranien soutient, ou du moins, ils sont plus ou moins OK avec eux. Mais alors, pas du tout. Et c'est pour ça qu'il était important et fondamental, à mon sens, d'aller à la rencontre de ces gens qui ne peuvent pas parler, puisqu'ils sont... Ils font l'objet d'une censure terrible. Juste une chose, quand vous dites le peuple iranien, pas du tout. Une partie du peuple iranien. Alors, il y a eu un sondage. Il y a eu un sondage qu'on peut considérer comme vrai, puisque c'est la République islamique qui l'a commandé, justement, ce sondage. Ah oui. Et donc c'est un sondage d'État, on va dire ça comme ça. Eh bien, 7 Iraniens sur 10 ne soutiennent plus le régime de la République islamique. Donc plus de 70%. Et puis il y a un autre chiffre aussi qui est intéressant, c'est que 60% de la population a moins de 30 ans. Et cette jeunesse qui, elle, arrive à déjouer la censure numérique et qui a accès aux réseaux sociaux, aux plateformes, aux informations, se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que c'est pas normal qu'on les tue pour manifester pacifiquement, qu'on les pende. Et je reprends d'ailleurs, parce que le chiffre s'est accéléré maintenant, c'est une pendaison toutes les 5 heures, parce que la répression... Vous êtes
oui. Quand Et oui, l'Iran. Céline m'a dit ça, c'est Ouais. énorme. Oui, c'est énorme. Toutes les Ça fait 5 5 heures, par vraiment. jour. Bah oui. Il y a 20 000 prisonniers. Pour avoir manifesté, donc ils sont considérés comme étant des rebelles, rébellion contre l'État, etc. Et pour mater le peuple, eh bien, plus le peuple se révolte, et plus la répression est dure. Et donc c'est pour dissuader en fait cette population. D'où de le se- thème du livre, c'est son témoignage sur la vie à Téhéran. Alors justement, à Téhéran a été la première étape de ce circuit que vous avez fait qui a duré 15 jours. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en arrivant dans ce pays ? La première nuit, racontez-nous. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir une ville infiniment moderne qui ressemble à une ville européenne comme Athènes, et par endroits à Dubaï, donc extrêmement moderne, avec de la richesse, mais un peuple. Et surtout, ce qui m'a frappé, c'est toute cette jeunesse et ces femmes qui ne portent pas le voile. Et il y en a beaucoup qui ne portent pas le voile. Il y en a beaucoup qui portent pas le voile. Il y en a beaucoup qui sont maquillés, parce que ça c'est interdit aussi de se maquiller. Il y en a beaucoup qui ont les cheveux colorés, c'est aussi interdit. Il y en a beaucoup aussi qui ont des pansements sur le nez, ça signifie qu'elles ont fait de la chirurgie esthétique. Et ça aussi c'est interdit. Mais elles sont tellement nombreuses, et que sous le nez et la barbe des passes d'Aran, des gardiens de la Révolution, il y en a tellement qu'ils ne peuvent pas non plus mettre tout le monde en prison comme ça. Quoi. Et oui. Donc, ils sont- Et ces interdits sont... quand même, pardon. Vous avez dit que comment elle s'appelle, Mahsa Amini, oui. avait été battue à mort parce qu'il y avait 2 mèches de cheveux. Et là, vous me dites, alors, comment ça se fait qu'elles arrivent à ces femmes que vous avez vues sans en fait, voile? elles risquent leur vie à chaque fois qu'elles descendent dans la rue sans voile. Parce Elles qu'il le suffit savent et qu'elles elles le tombent font. sur un passe d'Aran mal luné, et hop, c'est directement la elles le prison. font quand même. Elles le font, Mais c'est elles le un font acte quand vraiment même. politique pour elles. Absolument, Ah oui, elles sont prêtes à mourir aujourd'hui, Ouais. et elles sont soutenues par les hommes, par les garçons, leurs camarades, parce que elles ne veulent plus vivre dans cette tyran, voilà, ça fait un jeu de mots. Elles sont vraiment l'Iran d'aujourd'hui. Et oui, parce qu'il faut le dire, vous racontez en détail tous les interdits. Elles sont vraiment considérées comme des sous-hommes. Et il y a une anecdote qui est assez significative. Quand vous arrivez la première nuit dans votre hôtel à Téhéran et vous lisez les infrastructures de l'hôtel, vous avez votre maillot de bain. Racontez-nous, c'est incroyable. En fait, c'est un hôtel qui proposait un spa et une piscine, et donc moi, naïvement, je demande à l'accueil de l'hôtel quels sont les horaires à laquelle on peut, voilà. Et puis là, le concierge de l'hôtel m'a été tout déconfit et m'a regardé avec les yeux écarquillés, comme si je lui avais demandé du saucisson en plein Ramadan, en me disant que ce spa n'était pas accessible aux femmes, et c'était uniquement consacré, dédié aux hommes. Dans votre hôtel à Téhéran, Voilà. ça. Oui. Donc là, déjà, ça donne le ton finalement, parce que c'est là qu'on se rend compte. Ah oui, ok. Donc c'est quand même particulier. Il y a un vrai apartheid contre les femmes là-bas. Ah oui, parce que le vélo est interdit, la moto est interdite, elles n'ont pas le droit de s'épiler les sourcils, Elles de n'ont pas le rire droit trop de rire fort. trop fort, oui. C'est impressionnant. Ils n'ont pas Mais le droit de chanter, de danser. c'est incroyable. Mais il faut le dire, ça je l'ignorais, les hommes subissent aussi des interdits. Oui, absolument. Les hommes n'ont pas le droit de se coiffer comme ils le souhaitent. Ils n'ont pas le droit de porter de bermuda, de débardeur. Ils n'ont pas le droit de se tatouer. Ils n'ont pas le droit, eux non plus, d'écouter de la musique occidentale, de boire de l'alcool, évidemment. Donc ça fait beaucoup d'interdits. Eh oui. Au point qu'il me disait, il y a tellement d'interdits qu'on ne sait plus ce qui est autorisé. Eh oui. Avoir un chien est interdit en Oui, c'est Iran. incroyable. Parce que le chien est considéré comme haram. Comme ça, les impur. maléfiques, oui, Honteux, c'est impur, incroyable. Alors, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, les réseaux, il y a beaucoup de réseaux qui ont été, depuis un an, complètement bannis par les autorités. En fait, toutes les applications type des réseaux sociaux, mais même les messageries comme WhatsApp, Telegram, Sont interdites. Signal. TikTok et compagnie. TikTok évidemment, Instagram, enfin tout est, en fait, globalement tout est interdit. Donc votre téléphone, en fait, il vous sert pas à grand chose là-bas, parce que vous avez accès à rien, si ce n'est que justement pour pouvoir outrepasser ces interdits, eh bien il faut se doter de VPN, donc c'est des filtres anti-censure, mais il en faut plusieurs, il faut beaucoup de patience aussi, parce que ça fait partie aussi de la répression, c'est-à-dire que en faisant de la censure numérique pour éviter que le peuple puisse témoigner de ce qui se
passe chez eux, eh bien, ils ferment tout. Donc, il faut quand même avoir certains moyens, alors que le peuple meurt de faim aujourd'hui et qu'un Iranien sur 2 vit sous le seuil de la pauvreté, parce que les VPN, ça coûte cher. Donc, c'est plutôt les familles aisées qui ont accès, mais après, qui répètent. Et voilà, qui les distribuent et chacun partage ses codes, X etc. aussi est interdit, Twitter. Oui. Tout est interdit. Et oui. Et vous qui avez été en tant que grand reporter en Afghanistan et au Pakistan, même dans ces pays, pour le moment, ils n'ont rien censuré. C'est ce que vous. Ouais. Oui, non, c'est fou parce que même les talibans en Afghanistan ne censurent pas Internet. Ça. Les Iraniens censurent plus que les talibans. Absolument. Et en termes de réseau Internet, hein. Mais en termes de réseau Internet, oui, le reste on sait. Mais oui, c'est fou. Et au contraire, au Pakistan et en Afghanistan, le réseau est très puissant et le Wi-Fi fonctionne à merveille. Enfin, c'est très moderne de ce point de vue-là. Mais là, en Iran, la République islamique utilise justement Internet veut censurer Internet pour que justement essayer de mater au maximum le peuple. C'est un moyen de pression et c'est un moyen aussi de faire en sorte qu'ils ne sachent pas ce qui se passe à l'extérieur pour éviter des rébellions, justement. Oui, enfin, ils savent ce qui se passe à l'extérieur. Oui, parce qu'en fait, le paradoxe de l'Iran, c'est que c'est un pays, d'abord c'est la Perse, hein, on rappelle que là-bas on parle le farsi, le persan, que c'est le berceau de la civilisation et que les Iraniens sont très éduqués, très cultivés, qui font tous des études supérieures très poussées. Donc ils parlent l'anglais, ils sont très curieux de ce qui se passe à travers le monde. Ils ont quand même en mémoire l'Iran d'avant la République islamique de 1979, où à l'époque du Shah d'Iran, même si moi j'ai rencontré des familles qui étaient communistes et qui étaient pour la révolution islamique, aujourd'hui, très vite, ils ont déchanté quand ils ont vu justement ce régime des mollahs. Le Parti communiste a été exactement éliminé. Et ils se souviennent qu'avant l'arrivée des mollahs, c'était un Iran libre où on pouvait s'habiller normalement. Mais même la jeunesse se souvient, elle n'existait pas, ça fait 45 ans maintenant. Oui. Absolument. Donc ils se souviennent, oui. Ils se souviennent pas, leurs parents se souviennent en fait. Donc en fait, ils se transmettent comme ça de grands-parents, de génération en génération. Et donc ils savent que l'Iran, c'est pas ça, et que ça peut être autre chose. Et puis, j'ai quand même pu constater que les mosquées étaient vides. Et les jeunes ne font plus confiance dans la bienveillance des mollahs. Et donc forcément, ça se répercute sur la religion. Et oui. En tout cas, à Paris, vous avez plusieurs amies iraniennes. Et avant de partir, il y en a une qui vous a mis en garde en vous disant vraiment, l'Iran, ce sont des vrais fous. C'est pas comparable avec l'Afghanistan et le Pakistan. C'est une autre folie. Ouais. Justement, c'est incroyable, ça. À propos de ça, moi je voudrais, vous êtes à Téhéran. Moi, je voudrais votre ressenti. C'est-à-dire, dans la vie, vous êtes resté pendant 15 jours, vous êtes balayé. Si vous aviez aujourd'hui à dire en quelques phrases, c'est quoi le climat de l'Iran, vous diriez quoi ? Sans évidemment, on ne va pas généraliser au risque de la caricature, mais le climat de l'Iran, c'est que le peuple iranien, donc je disais 7 sur 10, mais ça va crescendo parce qu'aujourd'hui on assiste à des manifestations historiques aussi de la société civile qui n'ont jamais manifesté jusqu'à présent, et donc au-delà du voile, comme les infirmières par exemple, qui à travers le pays manifestent pour réclamer de meilleures conditions de travail. Les ouvriers aussi dans les entreprises, et puis il y a un taux de chômage considérable, l'inflation est galopante chaque année, et donc il y a un ras-le-bol de ce régime qui est corrompu. Donc les gardiens de la révolution sont richissimes, ils s'empochent tout l'argent, les mollahs aussi, et puis eux ils n'ont plus rien. Donc le peuple crève de faim, et donc ils n'en veulent plus de ce régime. Et le dernier exemple en date, c'est quand l'Iran a riposté contre Israël, a tiré ses 200 missiles. Je dis riposté parce qu'ils l'ont fait pour riposter à la mort d'Ismaël Haniyeh et de Hassan Nasrallah. Et bien, à travers les fenêtres des appartements, les gens hurlaient « Markbar, dictator, à mort le dictateur ». À mort Khamenei, à mort la dictature islamique. Beaucoup de gens ont fait ça, à votre avis ? J'ai des vidéos de gens dans les rues de Téhéran qui, au moment où il a lancé, l'Iran a lancé les missiles sur Israël la semaine dernière, eh bien, les gens hurlaient à travers la fenêtre on n'en veut plus de ce régime. Ce n'est pas notre guerre, et au contraire, on verra peut-être plus tard, mais en plus, ils sont plutôt solidaires du peuple israélien. Oui.
En revanche, vous l'expliquez clairement, ils ne se sentent absolument pas soutenus par la communauté internationale. Oui, ils sont désolés de ça, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi, alors que c'est un peuple pacifique, pourquoi on ne vient pas les aider, parce que c'est quand même pas normal qu'on tire à balles réelles sur des jeunes hommes et des jeunes filles qui descendent dans la rue pour dire on veut avoir plus de liberté. C'est quand même, il y a un truc qui cloche. C'est pas normal qu'il y ait plus de 20 000 personnes qui soient emprisonnées. C'est pas normal que la prix Nobel de la paix soit en prison et qu'elle fasse une grève. Elle est toujours en prison. Elle est toujours en prison et qu'elle fasse une grève de la faim avec quelques camarades aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, pour que justement les pendaisons cessent. Puisque Isabelle Tollet, c'est normal en dictature. Oui, mais ce qui n'est pas normal, c'est que la communauté internationale, à travers le prix Nobel de la paix, reconnaît la résistance iranienne en le donnant à Narges Mohammadi, et puis c'est tout, rien de plus. Voilà, on s'arrête là, comme s'ils avaient fait ce qu'il fallait faire. Anne-Isabelle Tollet, au cours de votre voyage, vous étiez sous la surveillance d'un guide, et ce pendant 15 jours. Comment avez-vous fait pour vous aventurer clandestinement la nuit à la rencontre du peuple iranien? Avez-vous eu peur qu'ils vous dénoncent? Parce que c'est leur devoir de vous dénoncer et de le faire quand ils sentent qu'un touriste est un peu ambigu, pas clair. On va en parler dans un instant sur Sud Radio, restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, Gougouche, la reine de la pop en Iran, sa musique vous a accompagné lors de votre voyage interdit dans la République islamique. Anne-Isabelle Tollet, alors au cours de votre circuit Trésor de Perse, vous étiez sous la surveillance d'un guide. 2 se sont succédés en 15 jours, Ali et Jafar. Vous surveillez, c'était en quelque sorte leur devoir. Ah oui, c'était même une injonction, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui délivre les cartes aux guides en Iran. Et donc, quand on leur remet les cartes, leurs cartes de guide officielles, eh bien, on leur demande spécifiquement de bien surveiller les touristes pour justement s'assurer que ce sont de vrais touristes. À savoir, regardez bien s'ils prennent des photos, s'ils se comportent comme des touristes, s'ils posent des questions sur l'actualité, voilà, tout ça, c'est forcément un peu suspect, et vous avez l'obligation de nous rapporter ces informations-là sous peine de ne plus pouvoir travailler, de ne plus avoir votre carte de touriste. Et oui, de guide, pardon. Ouais. Jafar, un jour, vous a effectivement dit ceci. Vous avez vraiment eu peur ce jour-là? J'ai compris que, en fait, c'était compliqué, c'était contre nature pour moi de juste de pas poser de questions, en fait, sur tout ce que je voyais le quotidien, et de me contenter, voilà, de toute l'histoire, même si Dieu sait que la civilisation perse est passionnante. Mais là, moi, j'étais là pour rencontrer des gens, pour voir la vie. Et puis pour voir aussi ce que lui pensait de la situation, et il était très mal à l'aise à chaque fois, et il trouvait mes questions un peu louches, suspicieuses, d'autant que... Mais comment vous avez senti qu'il trouvait vos questions un peu louches? Ça se sentait comment? Parce que d'abord, il bottait en touche, et puis quand j'insistais, il manifestait une forme d'agacement en me disant: mais c'est quand même étrange que tu me poses toutes ces questions. Regarde ton acolyte, Colette, elle ne pose pas toutes ces questions sur l'actualité. Ce à quoi je répondais: mais regarde, Colette, elle est particulière, elle est un peu perchée, elle est là pour autre chose, et elle est dans son monde. Elle est là pour Zoroastre. Elle est là, voilà, elle était là parce qu'elle pensait qu'elle était réincarnée, qu'elle venait de cette terre, en fait, et que Zoroastre, elle l'avait déjà rencontré dans une vie antérieure. Oui. Et le guide, oui, pardon. Non, juste, quand vos guides vous disiez, par exemple, j'ai envie d'aller là, etc., ils disaient OK, ou bien non, pas. Alors, il a fallu à chaque fois un peu négocier, donc c'était moi qui étais force de proposition, parce que sinon Colette aurait suivi le parcours initial. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'étais plus intéressée à aller dans les bazars ou dans le cœur de la ville pour voir les gens, et puis aussi pour pouvoir repérer des gens que je pouvais aller voir la nuit, puisque c'est comme ça que j'ai pu rencontrer des personnes la journée. Alors la nuit, vous sortiez, vous faisiez le mur. Voilà, et la nuit, telle une adolescente, eh bien je faisais le mur pour aller justement à la rencontre de ce peuple iranien qui, je le rappelle, parle anglais, donc c'est un atout précieux. Alors, juste un mot, il vous parlait facilement?
Je parle le peuple la nuit, comme ça. Il ne se disait pas peut-être qu'elle est un agent iranien, un agent du Mollah? Non, parce que d'abord, même voilée, je ne ressemble pas du tout à une iranienne, en fait. Et puis avec mon accent, enfin tout de suite, ils ont compris que j'étais voilà, européenne. Et ils ont une fascination pour l'Europe et le monde occidental, et donc ils étaient au contraire très avenants. Et puis je leur disais pas que j'étais journaliste, je disais simplement, vous savez, moi je suis française, j'ai beaucoup d'amis iraniens qui vivent en France, et je participe aux manifestations en France pour Zan Zedeghi Ozodi, Femme, Vie, Liberté, et j'aimerais bien avoir votre sentiment. Donc voilà, en toute modestie et simplicité. Et là, ils avaient confiance. Ils avaient confiance parce que j'avais aussi quelques mots de farsi dans ma tête, et donc ils se livraient facilement. Ouais. Oui. Ouais. Et ce qui est incroyable, un soir, vous vous retrouvez dans une dans une soirée, et là on a le sentiment de découvrir une autre facette de l'Iran. Certains ces Iraniens que vous avez rencontrés sur là, semblent ne pas avoir été touchés par la révolution islamique. Chez eux, c'est le faste, c'est la richesse, c'est l'alcool qui coule à flot. Qui sont ces Iraniens et qu'est-ce qui fait que vous êtes retrouvés un soir chez eux? Alors, je me suis retrouvée chez eux parce que là, pour le coup, j'avais préparé en amont, grâce à mes amis iraniens à Paris qui connaissaient justement ces personnes-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu aller chez eux. Et puis, eux, ne faisant pas de politique, ils n'ont pas été, ils n'ont pas fui la révolution islamique. Ils n'étaient pas menacés de mort comme tous ceux qui étaient pro-Shah politiquement, enfin qui étaient affichés pro-Shah. Et donc ils ont fait du business tout simplement parce qu'avec tous les embargos successifs, eh bien il faut que l'Iran produise elle-même. Ces médicaments, ces paquets de pâtes, enfin donc, il fallait bien des gens pour vendre, donc ils ont fait fortune. Et donc ils ont fait fortune ainsi, et là pour le coup ça aurait été idiot de la part de la République islamique de les empêcher de faire ça parce que ça permet quand même, enfin, tout le monde en tout cas. Oui, parce qu'ils prennent des taxes aussi sur ce business. Et alors comment ils sont ces Iraniens, justement, la question de poser, Céline? Qu'est-ce que vous avez senti là? Parce que c'est intéressant de voir des gens. Il y a encore du caviar en Iran, donc je pose la question. Oui, bien sûr. Oui. Et ces gens-là, par exemple, avaient caviar. Oui, ces gens-là sont très très riches, même richissimes vraiment. Et ils sont contre le régime, mais ne vont pas manifester, par exemple, dans la rue ou portent le voile dans la rue. Les femmes portent le voile pour justement conserver leurs précarés, leurs avantages. Elles donnent des bakshish aux pasdaran parce que parfois il y a la musique un peu trop fort qu'ils peuvent entendre depuis la rue. Ils entendent que c'est de la musique occidentale, ce qui est encore une fois interdit en Iran. Et donc pour s'assurer que ils aient pas de problème, ils se débrouillent entre eux en donnant des petits bakshish. Mais ils vous ont très bien, ils vous ont bien reçu. Merveilleusement bien. En fait, là, il faut vraiment se représenter que les Iraniens est sans doute le peuple le plus accueillant au monde. Et vous vous sentez comme chez vous en un instant. Ils ont une capacité à vous mettre à l'aise et une générosité et une chaleur que j'ai vue nulle part ailleurs. Ouais, mais c'est important de le dire. Oui. Alors parlons à présent d'une escale que vous avez faite donc avec votre guide Jafar. C'est à Qom, la capitale religieuse de l'islam chiite. Une fois sur place, donc effectivement, vous l'avez questionné sur les mollahs qui étaient omniprésents dans les rues. Racontez-nous cet échange que vous avez eu avec lui qui est vraiment très intéressant. Alors, Qom, oui, c'est la ville originaire dont était originaire l'ayatollah Khomeini. Et effectivement, c'est une ville sainte. Donc, qui dit ville sainte dit il y a des mosquées partout et il y a des docteurs de la loi et qui enseignent l'islam absolument partout et des femmes voilées pour le coup en noir de la tête aux pieds. Et des hommes enturbanés partout dans la rue, un silence pesant, une ville en noir et blanc, triste, et on sent une forme de pression, oui, dans cette ville où ça rigole pas. Même total, et même mon guide qui avait ah oui, parce que j'ai oublié de préciser que les hommes doivent aussi avoir les manches longues. Donc lui, il portait les manches courtes. Et bien là-bas, il avait mis des chemises à manches longues pour
pour ne pas risquer de se faire réprimander. Et donc oui, moi quand effectivement, à un moment donné, je lui rappelle ces images dont vous vous souvenez peut-être qu'on avait vues sur les réseaux sociaux, où les jeunes défiaient justement ces mots-là en leur enlevant où ils arrivaient d'un coup comme ça, et ils enlevaient le turban. Et après ils couraient. Et quand j'ai parlé de cette anecdote à mon guide, là il s'est figé, son regard a changé, il m'a regardé avec beaucoup de suspicion et m'a dit comment tu peux savoir ça, comment c'est possible, parce que eux ils s'imaginent pas que nous on voit toutes ces images que les jeunes nous balancent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, et ça oui. passe et tout. Ouais. Et donc quand je lui dis mais ces images ont fait le tour du monde, il me croit pas, il me dit non c'est impossible parce qu'il ne conçoit pas que ça ait pu sortir. Et il prenait à témoin justement Colette, mon acolyte, mais manque de bol, elle a été sur aucun réseau social, elle suivait rien du tout. Donc je me suis défendue en lui disant mais tu vois bien qu'elle est particulière, Colette, elle est pas comme tout le monde. Donc mais ça l'a braqué parce que ça l'a inquiété en fait. Oui, comment ça se fait que cette réalité-là, vous la connaissez? Oui, voilà. J'imagine. Et pour éveiller justement le moindre soupçon de la part de ces guides, en quelque sorte, vous êtes forcé à jouer la touriste, à faire des photos un peu comme tout le monde? Oui, et en plus, c'est vraiment contre nature pour moi parce que c'était la première fois de ma vie que je faisais un voyage organisé. Et puis c'est d'autant plus contre nature quand on est journaliste de devoir aller à un endroit alors qu'on préférait aller ailleurs. Et qu'on soit obligé de suivre quand même un cadre et un rythme, et donc j'avais pas l'habitude de me comporter comme une touriste puisque je l'avais jamais fait, si bien que parfois j'oubliais qu'il fallait que je prenne des photos de touristes, et c'est là que Jafar, justement ce guide qui était un peu suspicieux, me regardait comme ça et me disait mais tu prends pas de photos? Si, et voilà, il me rappelait à l'ordre, ou alors il me proposait de me prendre en photo. Et donc je disais oui, donc moi devant une mosquée ou je sais pas quoi, pour justement essayer de faire taire ces suspicions et de passer pour une vraie touriste. Et oui, on pourrait dire même que ces photos vous ont en quelque sorte sauvé entre guillemets, parce qu'à un poste de contrôle, quand un gardien de la Révolution contrôle votre iPhone, enfin votre téléphone, cette scène, elle a dû être très difficile à vivre pour vous, la façon dont vous la racontez dans le livre. Écoutez, oui, c'est en fait à chaque fois qu'on change de province en Iran, on passe une frontière en fait, et donc à ces frontières, il y a qui? Il y a les Pasdaran, les gardiens de la Révolution, donc qui sont connus pour être ultra féroce, et donc effectivement ils contrôlent les téléphones, et moi tous les soirs je vidais les passeports, les téléphones, voilà, tout, moi je vidais mon téléphone, enfin j'envoyais avec les wifi de l'hôtel et mes VPN justement tout ce que j'avais pris en photo un peu en cachette, parce que j'ai pris beaucoup de femmes dévoilées en photo, j'ai pris plein de photos pour aussi quelques vidéos pour après pouvoir me réimprégner aussi de cette atmosphère, parce qu'il faut quand même aussi savoir que prendre des photos en Iran c'est passible de 5 ans d'emprisonnement. Parce que ils considèrent que c'est des endroits sensibles, et donc c'est considéré comme de l'espionnage, donc c'était aussi dangereux que je prenne des photos, donc je prenais tout le temps des photos en cachette aussi, et je me cachais de mon guide, je faisais attention à ce qu'il ne voit pas que je prenne des photos qui ne correspondait pas justement à la vieille pierre ou à la vieille à la mosaïque que tout le monde prenait en photo, ou au tapis persan. Et justement, à ce propos, en couverture de votre livre, il y a une photo de vous devant la tour Azadi à Téhéran, qui est l'équivalent. Je demande à Julien de montrer l'équivalent de notre tour Eiffel. Vous faites tournoyer votre voile au-dessus de votre tête, comme le font regardez, certaines Iraniennes lors de manifestations. Comment vous avez réussi à la faire, cette photo? J'ai profité de l'absence de mon guide, qui était plus occupé à parler avec sa copine au téléphone, pour embarquer mon acolyte Colette complètement de l'autre côté de la tour, et lui dire viens, on va faire des photos. Et puis voilà, je me suis mis devant la tour Azadi, j'ai enlevé mon voile, j'ai commencé à le faire tournoyer autour de ma tête, je lui ai dit vas-y prends en photo, et ça ne comprenait pas trop bien pourquoi je faisais ça. Vous avez fait votre propre petite révolte là. Exactement, mais c'était aussi pour aujourd'hui pouvoir manifester évidemment ma solidarité avec ce mouvement engendré par les femmes il y a 2 ans. Une question sur Colette avant de faire une petite pause publicitaire. Cette femme, elle est lunaire et en même temps très attachante. À aucun moment elle a eu des soupçons sur vous? Mais non, je ne crois pas, parce que elle était pas curieuse. En fait, c'est quelqu'un, c'est rare. En plus, dans notre profession, on a l'habitude de rencontrer plutôt des gens curieux. C'est une personne qui n'est curieuse ni des gens,
ni de l'actualité, ni de ce qui se passe. Dans son monde, elle est dans son monde. Et oui, elle n'était absolument pas préoccupée par ce qui se passait. Non. Ouais, oui. Et donc ça, c'était assez époustouflant. Et quelle chance, j'ai envie de vous dire, quelle chance. Oui, c'est bien, en tout là, cas, vous êtes tombé sur l'idéal là. Au cours de Au cours de votre circuit, vous avez visité Téhéran, Shiraz, Persépolis et notamment Ispahan le 7 octobre 2023. Vous y étiez. Comment avez-vous été informé de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël? Comment le peuple iranien a réagi? Vous nous direz tout dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Les fleurs de l'oranger ont un parfum moins frais, ont une odeur moins... Et oui, Ispahan, cette ville sublime d'Iran, le 7 octobre 2023, vous y étiez, Anne-Isabelle Tollet. Comment avez-vous été alertée de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël? Je me promenais dans les rues d'Ispahan, qui selon André Malraux était l'une des plus belles villes du monde, et je confirme, c'est une ville absolument sublime. Et puis soudainement, j'entendais des effusions de joie, comme si l'Iran venait de remporter la Coupe du Monde de football, et donc des manifestations comme ça spontanées de joie. Alors je précise que seuls les Pasdaran ont le droit de manifester en fait. Donc ce n'est pas la population, ce sont des gens qui sont affiliés au régime ou toutes les milices descendantes des gardiens de la Révolution. Et donc je ne comprenais pas bien, donc j'ai demandé à mon guide Jafar qu'est-ce qui se passe, il ne savait pas non plus. Et puis quand on est rentré à l'hôtel, quelques minutes plus tard, là tout de suite mon téléphone explosait de messages quand j'ai pu me connecter au Wi-Fi de l'hôtel. Et là, d'abord ma propre famille m'a alerté du fait que le Hamas avait attaqué Israël. Et ensuite, mon premier réflexe a été d'allumer la télévision pour voir comment la télévision d'État, parce qu'il n'y a que de la télévision d'État en Iran, donc pro-régime forcément. Et là, j'ai assisté en direct à une propagande éhontée, dans la mesure où à aucun moment il faisait état du fait que le Hamas avait attaqué Israël, mais que Israël bombardait Gaza ça, gratuitement, sans raison. Et puis, il ne parlait pas du tout de la cause, du de l'attaque, contexte, tout ça, voilà. Et puis surtout, il montrait des images où on voyait par exemple un enfant sur un terrain vague qui se faisait tirer à balles réelles de loin par soi-disant l'armée israélienne, ce qui était factuellement impossible puisque l'incursion terrestre en Israël s'est produite 3 semaines après le 7 octobre. Alors, donc tout ça... l'attaque à Gaza s'est produite 3 semaines après. Terrestre. C'est ça. Oui. Et donc c'était factuellement, tout était impossible en fait. Tout ce que racontait la télévision d'État, mais bon, voilà. Donc en fait, les Iraniens, en tout cas les pro-régimes, sont biberonnés à ça. Et donc c'est terrible. Vous dites, j'ai posé la question. Pensez pas qu'une partie du peuple iranien, après tout, dit oui, Israël c'est notre ennemi, etc. Ils grandissent. Enfin, en tout cas, on les serine dès l'école pour leur expliquer que Israël, c'est le Satan et le petit Satan. C'est le cancer. Et d'ailleurs, le mot Israël n'existe pas. Ils parlent des sionistes, puisqu'ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Mais je précise quand même que sous le Shah d'Iran, donc avant l'arrivée des mollahs, le Shah d'Iran a été le 2e pays après la Turquie à reconnaître l'État d'Israël en 1948, et l'Iran, d'avant les mollahs, avait des liens très privilégiés avec les Israéliens. Oui, mais vous avez quand même rencontré à Ispahan et ailleurs en Iran des Iraniens qui soutiennent Israël. Ah oui, beaucoup. Et d'ailleurs, il se trouve qu'ils ont beaucoup de points communs avec justement les Israéliens, parce que c'est à la fois 2 pays un peu isolés, très clivants. Et d'ailleurs, ce sont les 2 pays, à ma connaissance, qui ne tamponnent pas les passeports, qui donnent des visas volants. Donc c'est bien la preuve que c'est compliqué. Aussi, oui, en Iran aussi. Sinon, j'aurais pas pu aller en Israël après. Donc, ça aurait été rédhibitoire. Et donc, ils savent que les Israéliens sont victimes eux aussi de leurs dirigeants, tout comme eux le sont en Iran. Et donc, ils ont une grande solidarité entre les peuples, en tout cas les 2 peuples. Les dirigeants se détestent, mais les 2 peuples s'apprécient beaucoup. Ils ne sont pas si loin l'un de l'autre. En tout cas, ce qu'on ressent dans votre livre, c'est que effectivement, ce peuple, c'est 45 ans de souffrance. Et il y a une certaine... Vous avez été
ému certaines fois. Ils sont vraiment, c'est un peuple très courageux. Ah oui, au-delà, vraiment, ils forcent le respect parce que risquer sa vie pour chaque jour pour essayer de... Je reviens à ce que vous avez dit sur ces Iraniennes qui descendent dévoiler tous les jours. Parce elles savent ce qu'elles risquent, elles le font quand même. En fait, elles le font en mémoire pour pas que ceux qui sont morts ou ceux qui sont emprisonnés le soient pour rien. Et ils sont déterminés plus que jamais, ils ont la rage au ventre parce qu'aujourd'hui, résister pour eux, c'est exister dans un pays où on veut les invisibiliser. Et donc, il est fondamental pour eux qu'ils continuent ce mouvement et ils sont prêts à mourir pour ça. Et effectivement, j'ai pu le constater au quotidien. Et donc, ils font preuve d'un courage inouï et infiniment respectable. Et c'est vrai que c'est dommage que la communauté internationale ne s'intéresse pas plus à ce peuple qui vit sous une dictature sanguinaire. On n'est même plus à se demander s'ils respectent les droits humains. Là, c'est carrément des crimes contre l'humanité qui s'opèrent en Iran, contre la jeunesse. Les Kurdes iraniens sont opprimés. Ils sont aussi victimes d'une répression. Et d'ailleurs, Mahsa Amini, pour les 2-3 mèches rebelles qui sortaient de son voile, était d'origine kurde. Et ça a sans doute aussi joué dans le fait qu'elle ait été tabassée à mort en détention. Mais est-ce que les gens avec qui vous avez parlé justement, pas pour parler de géopolitique, mais quand même, sont conscients un peu de ce qui se passe autour, du rôle de l'Iran, est-ce qu'ils vous ont parlé, Russie, Amérique, tout ça? Est-ce que vous dites ils sont très fascinés par l'Occident? Mais est-ce que, par exemple, ils sont au courant de ce qui se passe au niveau, pendant la guerre Russie-Ukraine, Amérique, élection américaine, tout ça? Oui, ils sont très, très informés et très, très instruits sur tout ce qui se passe justement à travers le monde. Et donc, c'est ça qui est frappant, c'est qu'ils sont... ils se renseignent comment, puisque vous me dites vous-même? Grâce au VPN. C'est vraiment le VPN qui joue là. Mais le VPN, c'est la liberté. Enfin, c'est la seule fenêtre de liberté qu'ils ont et d'ailleurs conscient de cela, le guide suprême Ali Khamenei a demandé à son nouveau président, soi-disant réformateur Massoud Pezeshkian, d'inventer une loi pour faire en sorte que les VPN ne soient plus autorisés, enfin qu'il n'y ait plus aucune possibilité d'avoir un VPN en Iran. Donc s'ils parviennent à faire ça, là pour le coup ils seront vraiment enfermés dans ce pays, isolés sous cette chape de plomb obscurantiste. Est-ce que vous pensez qu'un jour le régime des ayatollahs peut vraiment tomber ou... Oui, je le pense sincèrement, parce que d'abord, la République islamique est fragilisée. Elle a été fragilisée par cette révolte du voile, cette jeunesse qui défie l'autorité, et ça c'est quand même une grande première en Iran depuis 45 ans. Deuxièmement, il y a l'ensemble aussi de la société civile et qui conteste le régime. Et puis là, aujourd'hui, l'actualité au Moyen-Orient et au Proche-Orient montre que l'Iran est fragilisé, que l'Iran ne peut plus compter sur ses proxys qui ont été dégommés par Israël. Enfin, je pense le Hezbollah qui a été décapité. Et le Hamas. Et l'Iran qui a été aussi humilié quand même à travers l'assassinat d'Ismaël Haniyeh sur son territoire. Ça montre aussi une faiblesse. On ne va pas rentrer dans la situation politique, mais est-ce qu'ils sont vraiment décapités? Le Hezbollah est toujours très fort, même si le leadership a été... Oui, mais le fait que Ismaël Haniyeh ait pu être tué directement dans sa chambre d'hôtel en plein cœur de Téhéran montre que il y a aussi à l'intérieur du régime des espions qui sont pas forcément pro-régime et qui pourraient aussi participer à la déstabilisation de ce régime. Et enfin, pour terminer, je pense que cette génération à venir, enfin celle actuelle et celles qui vont venir, vont de plus en plus bousculer ce régime. Et donc, je pense qu'avec le temps, ils vont finir par se débarrasser de ces mots-là sanguinaires. Céline, on est d'accord. Il faut voyager dans ce voyage interdit. Et oui, Anne-Isabelle Tollet, merci d'être venue sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre, Le Voyage interdit, est paru aux éditions du Cherche Midi. Chers auditeurs, lisez ce livre qui est vraiment remarquable. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaie sur Sud Radio.